Si vous vous intéressez aux investissements, vous avez sans doute déjà entendu parler du stock picking sans savoir exactement ce que ça signifie, ni comment ça fonctionne ou comment en faire une véritable stratégie. Donc c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Pour rappel, tout ce dont je vous parle sur cette chaîne ne constitue pas du conseil en investissement, donc je vous invite vraiment à multiplier vos sources et à vous renseigner auprès d'une personne qualifiée si vous avez besoin de prendre une quelconque décision financière. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo qui est XTB, donc un courtier européen qui permet notamment d'investir depuis peu via un PEA, donc un plan d'épargne en action, et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Pour moi, le PEA proposé par XTB est clairement l'un des plus compétitifs du marché actuellement, et je vais vous expliquer pourquoi. J'en parle très souvent sur ma chaîne, mais le PEA est l'une des enveloppes d'investissement les plus intéressantes en France, parce qu'elle offre un avantage fiscal après 5 ans de détention. Et l'un des gros avantages du PEA d'XTB, c'est notamment la possibilité d'investir avec 0% de commission jusqu'à 100 000 € investis dans des actions ou des ETF, donc c'est quand même très intéressant. Ça veut dire concrètement que peu importe que vous souhaitiez investir 10 €, 100 € ou même 1000 € par mois dans des ETF ou des actions éligibles au PEA, les frais de passage d'ordre seront toujours de 0 € tant que vous ne dépassez pas la barre des 100 000 €. Et au-delà, les frais sont de 0,2% du montant investi, donc autant vous dire que ça reste très raisonnable et que ça ne concernera qu'une minorité d'investisseurs. Selon moi, c'est clairement cet aspect-là qui fait du PEA d'XTB l'un des plus pertinents actuellement. En plus de ça, bien sûr, il y a une grande variété de titres disponibles, la possibilité de suivre ces investissements directement sur l'application qui est elle assez intuitive, et ils ont également un service client qui est très disponible et ça c'est quand même un gros plus. C'est un placement en gestion libre, donc ça veut aussi dire qu'on gère nos placements à notre rythme, et enfin sachez qu'il propose de bénéficier jusqu'à 4,2% d'intérêt sur les fonds non investis. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur mon lien en description pour vous inscrire, et avec le code Caroline, vous pourrez bénéficier d'un accès gratuit à des e-books pour commencer à investir ou tout simplement découvrir de nouveaux produits. Merci encore à XTB et on y va pour la suite de la vidéo. Sur cette chaîne, vous le savez, mais j'ai surtout mis en avant l'investissement dans des ETF et plutôt en gestion passive, mais il existe d'autres approches qui peuvent aussi avoir leur intérêt. Pour rappel, un ETF est un fonds négocié en bourse qui suit un indice et qui regroupe un ensemble d'actifs. Et si tout ça vous semble encore un peu abstrait, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos sur le sujet puisque je reprends un petit peu en détail tout ça. Un exemple très connu dont je parle souvent est le S&P 500, donc qui rassemble les 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis. Ça signifie qu'en investissant dans un ETF qui réplique cet indice, vous n'achetez pas une seule action, mais bien un panier de plusieurs centaines d'actions et tout ça en une seule transaction. Et comme les ETF sont gérés par des sociétés de gestion, ce sont elles qui réalisent automatiquement les ajustements nécessaires et c'est d'ailleurs ça la grande force des ETF. Vous l'avez compris, mais les ETF sont donc particulièrement adaptés à une vision long terme et à une gestion passive. Concrètement, ça veut dire qu'il n'y a pas de réel effort à fournir si ce n'est de mettre en place des virements programmés vers votre ETF préféré, et dans ce cas précis, on va parler de DCA pour Dollar Cost Averaging. Et si j'insiste autant sur toutes ces notions, c'est parce que la stratégie DCA ETF long terme est très différente de la stratégie stock picking, et d'ailleurs ces deux-là peuvent aussi totalement être complémentaires. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très important de bien comprendre les caractéristiques de chacune de ces stratégies. Maintenant, on va parler un peu plus concrètement du stock picking, c'est-à-dire du fait de choisir nous-mêmes les actions dans lesquelles on veut investir. Autrement dit, au lieu d'investir dans un ETF qui est un panier d'actions, on achète directement une ou des actions en particulier. Et quand on fait ça, on comprend que le stock picking s'oppose par définition à la gestion passive parce qu'il demande une gestion active. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif premier d'un investisseur qui a recours au stock picking, c'est d'essayer de battre le marché, c'est-à-dire de faire mieux que les indices en sélectionnant nous-mêmes les actifs parce qu'on croit qu'ils ont un potentiel de croissance supérieur et qu'on pourra booster notre performance comme ça. Mais pour bien sélectionner ces actifs, il faut évidemment beaucoup de connaissances et aussi accepter de prendre un risque de perte en capital élevé. Alors on peut aussi parler de stock picking appliqué aux ETF quand on choisit nous-mêmes des ETF spécialisés, par exemple dans la santé, dans les pays émergents ou dans l'énergie. Mais en général, quand on parle de stock picking, on parle surtout d'actions individuelles et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'il existe une méthode unique pour réussir cette stratégie? Probablement pas. Mais je pense qu'on peut quand même dégager quelques grands principes. Quand on s'intéresse à une action, je pense qu'il faut étudier deux dimensions. D'un côté, il y a l'entreprise elle-même, et de l'autre, il y a son environnement plus large, qu'il soit national ou international. Une entreprise, si vous voulez, je la vois un petit peu comme un iceberg. Il y a tout ce qu'on voit en surface, c'est-à-dire sa communication, sa stratégie marketing, ses produits, etc.
Et il y a aussi tout ce qu'il y a sous la surface, c'est-à-dire tout le reste, son modèle économique, sa rentabilité, son histoire, ses ambitions, etc. Et bien sûr, cet iceberg ne flotte pas tout seul puisqu'il est plongé dans un environnement plus vaste, la banquise et l'océan. Autrement dit ici, l'économie mondiale, la concurrence, les tendances ou le contexte géopolitique global. Étudier tout ça, ça suppose aussi de garder une certaine objectivité. Un bon raisonnement ne se limiterait donc pas à juste dire « j'aime bien cette entreprise, elle propose de bons produits, donc j'achète une action ». Même si cette intuition peut être un bon point de départ. N'empêche que si on s'arrête là, on se rapproche plus du jeu de hasard que d'une véritable stratégie. Pour vraiment étudier en profondeur l'iceberg et son environnement, on distingue généralement deux approches, le bottom-up et le top-down. L'approche bottom-up, ou en français dite ascendante, consiste à partir de l'entreprise elle-même. L'investisseur choisit une entreprise et analyse sa santé financière, donc bilan, compte de résultats, niveau d'endettement, flux de trésorerie, qualité du management, vision long terme, etc. Le but ici, c'est de déterminer si cette entreprise est sous-évaluée, c'est-à-dire si ses actions se vendent moins cher que ce qu'elles ne devraient. Parce qu'on le rappelle, l'objectif d'un investissement, c'est quand même de réaliser un profit, c'est-à-dire de revendre plus cher que le prix d'achat en ciblant spécifiquement ces entreprises sous-évaluées. Si elle est correctement menée, la stratégie bottom-up permet en théorie de dénicher des entreprises solides, capables de traverser les cycles économiques et les tendances. La limite quand même, c'est qu'elle néglige l'impact du contexte macroéconomique qui peut influencer malgré tout la performance de l'entreprise. Prenons un exemple avec LVMH ou Hermès. On le sait, le secteur du luxe traverse un ralentissement en ce moment, mais un investisseur bottom-up pourrait estimer que la solidité, la notoriété et le potentiel long terme de ces deux groupes justifieraient d'investir malgré le contexte défavorable. Attention quand même ici, parce que dans le langage financier, la stratégie bottom-up peut aussi être appelée plus simplement stock picking, ce qui peut un petit peu porter à confusion puisque personnellement je l'aperçois davantage comme une sous-stratégie du stock picking lui-même. Mais voilà, je pense que c'est quand même bien que vous le sachiez et je vous mettrai de la lecture en description si jamais ça vous intéresse. À l'opposé, donc je le disais, on va retrouver l'approche top-down, dite aussi descendante. Ici, on part du plus global vers le particulier. L'investisseur commence par analyser l'environnement économique, c'est-à-dire l'inflation, les politiques monétaires, les grandes tendances sectorielles, etc., etc. Et à partir de cette analyse, il va identifier des secteurs qui devraient profiter de la conjoncture, puis au sein de ce secteur, il sélectionne les entreprises les plus prometteuses. Par exemple, face aux politiques de la transition énergétique, un investisseur top-down pourrait cibler spécifiquement le secteur des énergies renouvelables et ensuite choisir une société comme Vestas Wind Systems qui est spécialisée dans l'éolien. Mais là encore, cette approche a ses limites. Elle peut conduire à suivre des effets de mode et alimenter des bulles spéculatives où les prix des actifs montent rapidement bien au-delà de leur valeur réelle jusqu'au moment où la confiance des investisseurs s'effondre. Et là, c'est la chute brutale avec des pertes importantes pour ceux qui sont rentrés trop tard. Donc voilà, ça c'était pour les deux premières approches du stock picking, mais vous l'avez peut-être deviné, il existe aussi une troisième approche non officielle qui combine le top-down et le bottom-up. Avec cette approche, l'investisseur identifie d'abord un secteur porteur grâce à une analyse macro, puis sélectionne les entreprises les plus solides et sous-évaluées selon lui en réalisant une analyse fondamentale détaillée. À première vue, ça peut sembler être la stratégie la plus prudente, mais attention quand même. Parce que même après une analyse aussi complète, il reste impossible de prédire avec certitude l'évolution des marchés. En combinant les deux approches, on risque aussi parfois de manquer des opportunités avec par exemple des entreprises dont les chiffres ne sont pas favorables, mais qui pourtant ont une croissance très importante dans le secteur ciblé. Par exemple, Oklo est une jeune entreprise américaine du secteur nucléaire qui ne génère pas encore de revenus significatifs et donc qui présente un bilan fragile. Pour autant, elle a connu une croissance fulgurante depuis le début de l'année 2025 avec une performance de plus de 400% entre janvier et septembre 2025. Au-delà de ces trois approches-là, il y en a une dernière dont j'avais envie de vous parler et qui s'éloigne un peu du stock picking classique centré sur la croissance, puisqu'il s'agit de l'investissement orienté dividende. Pour rappel, un dividende est une part du bénéfice qu'une entreprise cotée redistribue à ses actionnaires de manière proportionnelle à leur part. Concrètement, lorsqu'une entreprise réalise un profit, elle peut soit choisir de le réinvestir dans son activité, soit d'en reverser une partie sous forme de dividende.
Et en ce qui concerne le stock picking, eh bien sachez que certains investisseurs décident de se concentrer sur des entreprises qui sont connues pour verser des dividendes réguliers et élevés, comme par exemple Engie, BNP Paribas ou Michelin. L'objectif ici est d'obtenir une rémunération immédiate, voire un revenu complémentaire. Attention quand même parce que ces dividendes sont soumis à fiscalité, notamment sur le compte titre où l'imposition est immédiate. Finalement, peu importe la stratégie qu'on choisit, le stock picking implique de faire pas mal de recherches. Il est possible par exemple de lire de la presse spécialisée comme The Wall Street Journal, le Financial Times ou Les Échos. Il existe aussi des sources un peu plus techniques sur des plateformes comme Morningstar, Yahoo Finance ou Zone Bourse qui résument et mettent en forme certaines données financières. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo un petit peu plus détaillée sur l'analyse fondamentale d'une entreprise et de ses indicateurs, comme par exemple le calcul et l'interprétation du PER, donc Price to Earnings Ratio. Vous l'avez compris, mais il y a pas mal de différences entre le stock picking et l'investissement passif sur ETF, mais l'une des principales différences que j'avais envie de mettre en avant aujourd'hui, c'est que dans le cas du stock picking, il faut vraiment se soucier du moment de la revente. Dans le cas ETF, en général, on vise le long terme, c'est-à-dire plusieurs années, voire dizaines d'années, et à cette échéance, il y a de grandes chances que notre investissement est pris en valeur, même si encore une fois, rien n'est garanti. En stock picking, même en visant le long terme, le risque de perte en capital est plus élevé et donc ça implique d'être prêt à devoir revendre ses parts prématurément si besoin. Et là se pose donc la question de quel serait le meilleur moment pour revendre. Parce que si on revend trop tôt, on perd une opportunité et si on revend trop tard, on perd en performance. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en stock picking, il y a un réel suivi à avoir sur nos placements et que ça nécessite aussi de savoir prendre des décisions potentiellement rapidement. En parlant de ça d'ailleurs, sachez qu'on peut aussi envisager de faire ce qu'on appelle du day trading, et là on n'est plus vraiment sur une vision long terme, mais plutôt sur quelque chose d'opportuniste. Typiquement, c'est ce qui se passe quand on achète et revend des actions sur une même journée, parfois même en quelques heures ou quelques minutes seulement. Et l'objectif, c'est de profiter des variations de prix à court terme. Bon, dans les faits, on va pas se mentir, là c'est presque un métier, ça demande beaucoup de temps et de réactivité, sachant aussi que les frais de transaction peuvent venir complètement grignoter le rendement. Donc je pense très honnêtement que cette approche s'adresse surtout aux professionnels. Par rapport maintenant à cette notion de revente en stock picking, c'est là que je trouve que le PEA est particulièrement pertinent pour les actions éligibles. J'en parlais au début de la vidéo avec le PEA d'XTB parce que la question de la fiscalité et des frais associés à la plateforme qu'on choisit ne devrait pas être négligée. C'est clairement ce qui peut nuire à votre performance sur le long terme. Sur compte titre ordinaire par exemple, chaque revente est immédiatement imposée, contrairement au PEA où l'imposition est allégée et différée. Une fois qu'on a dit tout ça, il faut quand même regarder les chiffres. Par exemple, d'après S&P Global et son étude Spiva qui est publiée chaque année, environ 90% des investisseurs actifs sous-performent le S&P 500 sur une période de 20 ans. Parce qu'en pratique, c'est très difficile de battre le marché sur le long terme et seule une minorité d'investisseurs expérimentés y parviennent. Alors pourquoi est-ce qu'on est toujours autant tenté par le stock picking? Moi, la première, j'ai toujours envie de garder une partie de mon patrimoine en actions individuelles comme pour essayer de me prouver quelque chose à moi-même. La réponse à cette question, selon moi, c'est que les ETF ne sont pas assez séduisants tout simplement. À première vue, c'est très ennuyant et on n'a pas la dimension satisfaisante du pari ou du jeu. Une autre raison pourrait être que, en tant qu'investisseur néophyte, on a souvent l'impression que c'est pas si compliqué et que si d'autres l'ont fait, alors pourquoi pas nous? Et là, c'est vraiment juste une réflexion personnelle que je vous partage, mais si on se lance dans le stock picking juste pour assouvir une espèce de curiosité, alors c'est exactement la même chose que d'aller jouer au casino, on gagne ou on perd et c'est presque aléatoire. Mais si par contre on essaye de suivre une vraie stratégie comme celle dont je vous ai parlé aujourd'hui, alors effectivement ça peut avoir du sens pour essayer de booster un petit peu notre portefeuille. Même si, encore une fois, personne ne peut prédire l'avenir, attention. La vraie question à se poser si on se sent prêt à fournir les efforts nécessaires, c'est quelle part de notre patrimoine on souhaite accorder à cette stratégie. Pour conclure cette vidéo, je tiens quand même à insister sur le fait que je ne suis pas là pour vous dire que le stock picking c'est bien ou c'est mal. Je ne suis pas non plus là pour vous apporter du conseil, mais plutôt des connaissances pour que vous puissiez vous aussi mettre en place votre propre stratégie, avec ou sans stock picking d'ailleurs. Comme toujours, je vous invite donc vivement à garder votre esprit critique et à consulter les sources de cette vidéo. Merci encore une fois pour tout votre soutien et tous vos commentaires sur mes vidéos, sachez que ça me fait extrêmement plaisir et que ça aide énormément le développement de ma petite chaîne. Je remercie également XTB qui a soutenu cette vidéo, mais aussi Morane et Sarah qui m'ont accompagnée pour le montage, puisque j'ai enfin décidé de travailler en équipe pour vous proposer du contenu toujours plus qualitatif et surtout, je l'espère, un peu plus récurrent. C'est tout pour aujourd'hui et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.